Ah, très bien. Bon, bah alors, on commence par le film. Par le film. Donc, nous allons voir déjà sur ce document le film sur le consentement. Si vous avez du mal à comprendre de mon consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Putain ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci », alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites « Eh, tu veux une tasse de thé ?» et que la personne vous répond « Je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr », alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé, ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Et si la personne vous dit non merci, alors ne faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, ok ? Elle pourrait vous dire oui avec plaisir. Et quand le thé arrive, finalement elle n'en veut plus du tout. Bon, c'est sûr, c'est plutôt chiant parce que vous êtes déchiré à préparer tout ce thé, mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé, rajouter le sucre. Ça arrive qu'une personne change d'avis. Vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Est-ce que tu veux du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être qu'elle était réveillée quand vous lui avez demandé du thé. Et elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'ajouter du thé et un peu de lait, elle s'est évanouie. Vous devriez juste poser votre thé et vous assurer de sa sécurité. Et là encore, c'est le plus important, ne lui faites pas boire votre thé. Ok, elle a dit oui tout à l'heure, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire de thé, ok ? Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser du thé dans la bouche. Rangez le thé et assurez-vous plutôt qu'il va bien. Parce que les gens inconscients n'ont vraiment pas envie de boire de thé. Croyez-moi là-dessus. Si quelqu'un est venu boire du thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il n'a pas envie que vous pointiez chez lui tout le temps pour le forcer à boire en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en lui disant « Mais tu voulais du thé la nuit dernière ?» Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est débile de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous comprenez pourquoi les personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si difficile de comprendre quand il s'agit de sexe ? Quand on parle de thé ou de sexe, le plus important, c'est le consentement. Sur ce, je vous laisse, je vais me faire une petite tasse de thé. Merci pour l'ordinateur Oui. qui a permis ce moment-là. Merci beaucoup. Très bien. Donc, La soirée est ouverte. la soirée est ouverte et je vais vous parler du changement de l'association En tant que en tant que président. Vous, Donc, président. ce soir, le Déni ça suffit est une association et c'était un collectif, donc je vais vous en parler. Alors, d'abord, je voudrais dire, en ce moment, le monde change, le climat, l'écologie, l'économie, il y a plein de transformations dans le monde et il y a une transformation qui est aussi profonde et qui n'est pas aussi identifiée, je trouve, et qui est une transformation qui me donne de l'espoir. Et je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Alors avant de commencer, je vais justement vous dire, cette association, le Déni ça suffit, initialement ça a été un collectif qui a été créé en réponse à l'indignation provoquée par le film de Serge Garde, Ou trop l'autre vérité. Et ce collectif avait comme but de réveiller les consciences, donc c'est à destination de tout le monde, pour ne plus accepter la maltraitance des enfants. Dans ce documentaire de Serge Garde, la justice s'est concentrée sur son rôle uniquement, c'est-à-dire déterminer qui sont les coupables, qui est innocent, avec toutes les péripéties qu'on a vues dans les journaux, qui ont été vraiment la chose qui a attiré l'attention. Mais en étant entièrement concentré sur son rôle, ce qui s'est passé, c'est que les victimes, qui sont des victimes reconnues de ces abus,
ont été entièrement utilisées, elles n'ont pas été respectées, elles ont été les jouets des plaidoiries des avocats, des experts, elles ont vraiment été la variable d'ajustement dans ce procès. Et c'est ça qui est absolument révélé dans ce documentaire et qui est insupportable. C'est-à-dire que même avec l'horreur de la pédocriminalité, on a encore le focus sur les adultes, les prédateurs, et les victimes sont encore une fois oubliées. Donc c'est ça la chose qui était au cœur de ce collectif. Et la création, aujourd'hui, ce collectif, nous sommes 3 aujourd'hui à créer l'association. Je peux juste une seconde, c'était un collectif d'associations. Oui, là, c'est ça ça. devient une association de citoyens. Oui. Et cette association, ça je vais le préciser Excuse-moi. juste après. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on crée une association. Quand même. Ouais, j'ai réalisé tout ça. Qui est composée d'Aliette de Panafieux, qui est thérapeute, écrivain et mère, et fondatrice de l'association L'Affaire d'une vie. De Anne Rebinder, qui est auteur, photographe, mère et membre de l'association L'Affaire d'une vie, et moi-même, Stéphane Toth, chef d'entreprise, père et membre de l'association L'Affaire d'une vie. Alors, nous avons décidé de changer la forme du collectif en association pour permettre justement de pouvoir que des personnes puissent nous rejoindre dans le travail qu'on fait, et aussi pour agrandir l'objet de l'association, comme je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, je voudrais clarifier une chose, parce que comme on est tous membres de l'association L'Affaire d'une vie, je voudrais vous faire le distinguo entre L'Affaire d'une vie et le déni ça suffit. L'Affaire d'une vie, c'est une association qui accueille des personnes qui font le pari de changer leur vie de manière personnelle. Donc c'est une démarche individuelle et dans le cadre de groupes de parole. Et les valeurs de cette association, c'est le respect, la reconnaissance que la relation, c'est une condition de vie et de bonne santé pour chacun, et la reconnaissance, bien sûr, de l'humanité des enfants, et que ce sont des personnes à respecter au même titre que toutes les personnes. Alors que le déni ça suffit, comme association, elle partage les mêmes valeurs que l'association de L'Affaire d'une vie, mais c'est proposer une action collective tournée vers la société. C'est plutôt qu'une démarche individuelle. Et donc là, le sujet, c'est, dans L'Affaire d'une vie, le sujet, c'est ma bonne santé, et dans le déni ça suffit, le sujet, c'est la bonne santé de la société, de nous ensemble. Voilà. Alors, le but du déni ça suffit, c'est de changer le regard qu'on a sur les enfants. Et c'est le regard de nous tous. Parce que nous pensons que la société ne donne pas la place que les enfants ont besoin, et dont nous avons besoin aussi. La relation avec les enfants a besoin de changer, et le regard qu'on a sur cette relation. Et ce soir, nous engageons avec cette société pour engager ce changement révolutionnaire, et je vais vous expliquer pourquoi c'est révolutionnaire. Alors, un peu d'histoire. Dans une perspective historique, Olivier Morel a écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il est très documenté, ça s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne ». La qualité de ce livre, c'est de documenter énormément tous les types de violences qui ont existé dans l'histoire. Et le départ de son livre, c'était de dire que depuis que la philosophie est philosophie, depuis les Grecs, depuis 20 siècles, les gens qui sont intéressés à la morale, à la religion, à la nature de l'homme, et même jusqu'aux penseurs contemporains, il y a un point aveugle qui existe depuis toujours. Et ce point aveugle, c'est l'enfance même de ces auteurs. C'est-à-dire que ces gens ont essayé de trouver
nature de l'origine du mal, de la violence dans les familles, dans les sociétés, mais aucun n'a parlé de leur propre expérience de la violence quand ils étaient enfants. Et pourtant, elle était très documentée. Alors je vais vous donner des exemples. Saint Augustin, par exemple, dans ses écrits, parle avec respect et bonheur de la férule de ses maîtres, mais est-ce que vous savez ce que c'est une férule? Alors une férule, c'est une latte en bois qui est recouverte de cuir, qui sert à battre les enfants. En fait, c'est un objet de torture. Et c'est très intéressant que cette expression soit si positive, alors qu'en réalité, ça désigne un instrument de torture. Et justement, dans les témoignages que Olivier Morel documente, il y a de nombreux témoignages où les enfants sont estropiés, frappés au sang, dans les classes avec les curés, avec les enseignants, et c'est toujours décrit dans ces textes anciens comme une entreprise bienfaisante et salvatrice pour les enfants. Pour Freud, plus récemment, l'enfant est décrit comme un pervers polymorphe qui doit être réformé par la force et de façon justifiée pour contenir les instincts spontanés et criminels et de faire de lui un citoyen honnête et civilisé. Donc, dans cette perspective historique, Olivier Morel définit une forme de violence qui s'abat sur les générations, sur les enfants, de génération en génération. Et il appelle ces violences les violences éducatives ordinaires. Alors ces violences, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont toujours considérées comme bénéfiques pour l'enfant. Et il y a un consensus dans la société, que ce soit les parents, les éducateurs ou les formes d'autorité en général, pour dire que ces violences sont bonnes pour les enfants. Elles ne sont pas reconnues comme violences. Et même parfois, elles sont considérées comme une forme de soin. Et là, on est vraiment au cœur du déni de ce qu'on peut infliger à des enfants sans même en avoir conscience. Et c'est sur ce point-là que l'association souhaite agir et changer le regard qu'on a. Et une autre chose, au cours de l'histoire, la frontière entre les violences qui sont reconnues, qui sont parfois excusables, parfois condamnées, et les violences éducatives ordinaires, cette frontière, elle évolue. Et par exemple, en France, le martinet n'est plus tellement à la mode, mais moi, quand j'étais jeune, ça l'était. Et dans les pays africains, la chicotte, c'est très à la mode encore. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça consiste et c'est considéré comme une bonne forme d'éducation. Un enfant a fait une erreur, on le prend, on l'immobilise avec les pieds, avec une baguette souple, on lui frappe la plante des pieds, et souvent jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Donc ça, c'est une violence dans un contexte particulier qui est considéré comme tout à fait normal et qui fait du bien aux enfants. Et en Asie, la savate est très prisée. Donc j'ai déjà parlé avec des amis, le tir à 15 mètres d'une bonne mère qui atteint le crâne de son enfant est considéré comme une chose tout à fait bonne, quoi. Donc ça, c'est pour dire que les violences éducatives ordinaires, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vu dans les sociétés. Et je perds un peu mon fil. Alors, sur ce sujet, ce qu'on peut dire aussi, en dehors de l'aspect historique, c'est on a heureusement développé des notions et des thérapies et des études qui ont commencé à exister. Et il y a des femmes formidables qui ont travaillé, qui sont mobilisées pour explorer ce qui se passe et voir les conséquences de tout ça. Alors par exemple, Françoise Dolto est connue, elle a, avec sa pratique, ses émissions, ses livres, elle a mis en lumière que l'enfant est une personne et que la relation avec l'enfant, c'est la base de la bonne santé à la fois des enfants et des parents. Et c'était un peu une révolution quand elle a publié
oublié ça. Alice Miller, qui a aussi fait une œuvre révolutionnaire, elle porte un regard sur la place de l'enfant et sur les conséquences des violences sur ces enfants et aussi sur les moyens d'en guérir. Alors, ces violences, elle explique, dont le contraire est le respect, créent des blessures de l'âme qui sont très profondes et qui restent en nous toute la vie. Donc le mécanisme qui est décrit est organisé en fait autour de la relation. C'est-à-dire principalement, c'est pas l'intensité de la violence qui blesse le plus durablement ou le plus profondément, c'est l'isolement et l'impuissance de l'enfant face à cette violence. Donc c'est vraiment en termes de relation. Donc par exemple, un enfant qui est dans un environnement où il est vu, il est entendu, il est reconnu comme une personne, dont les expressions, le langage sont accueillis, peut éventuellement subir une violence d'un tiers. Et il va pouvoir traverser cette expérience sans forcément garder un traumatisme. Et une des contributions majeures d'Alice Miller, c'est de reconnaître que les émotions ont besoin de circuler dans le cadre de relations respectueuses. Donc, un enfant qui peut être entendu dans sa colère, dans son chagrin, dans son indignation, dans peut-être le deuil de la confiance qu'il a fait à quelqu'un qui l'aura agressé, il va pouvoir traverser ce traumatisme et reprendre le cours de sa vie. Alors qu'inversement, les violences éducatives ordinaires ont un pouvoir de destruction beaucoup plus grand parce que l'enfant est seul, il est isolé, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il ressent, il n'y a pas de moyens d'expression parce que dans le contexte où ces violences ont lieu, tout le monde autour de lui considère que ce qui s'est passé était bien. Et notamment les personnes qui ont la responsabilité de son bien-être et de sa sécurité. Donc, cette situation-là provoque des blessures qui vont entraver, qui vont rester dans l'enfant et qui vont entraver le futur adulte dans sa capacité de vivre sa vie pleinement. Et tant qu'il n'aura pas trouvé une façon de libérer cette violence, cette violence qui est si difficile de se libérer, souvent, quand on est adulte, on n'a plus le souvenir, on a une conscience qui n'est pas très claire. Et dans ces personnes qui ont travaillé, il y a aussi une femme formidable qui est Aliette de Pénafieux, ici présente, qui a créé un lieu dans le cadre de groupes thérapeutiques où il est possible de faire l'expérience d'être respecté. Et dans mon cas, par exemple, j'ai pu reconnaître à travers cette expérience de relations respectueuses dans le groupe la différence entre les relations. J'ai pu comparer les souvenirs de mon enfance et ces relations. Et j'ai pu prendre conscience que dans mon enfance, moi j'avais acquis des compétences pour survivre. J'ai vraiment appris ça. Et j'ai pu sentir que pour vivre, j'avais besoin de traverser toutes ces émotions de rage, de honte, de chagrin, et de voir que je pouvais choisir de vivre. Alors, même si choisir de vivre, ça voulait dire être débutant, et alors qu'en survie, j'étais bien expérimenté. Mais grâce à ce choix de prendre ce risque de vivre, j'ai pu devenir le père que je voulais avec mes fils et avoir la liberté d'être moi-même. Alors tout ça, aujourd'hui, ça se traduit comment pour l'association? Alors, de nos jours, en tant que parents, on peut croire un peu naïvement que, ça y est, en France, tout le monde est conscient de la violence contre les enfants, que ça va mieux, que les violences éducatives ordinaires, elles sont plus si importantes. Mais en fait, le déni, il existe sous plein de formes. Par exemple, pour ceux qui ont suivi, il y a une explosion de l'usage et des ventes de la Ritaline, qui est une drogue, un psychotrope, dont le but, c'est de calmer les enfants qui sont trop agités et de leur donner la concentration pour être de bons élèves. Donc là, on peut reconnaître que ce désir des parents de rendre les enfants calmes et de les faire bien étudier à l'école, c'est une violence contre les enfants. Et cette violence, elle est, comme
toutes les violences éducatives ordinaires, on peut toujours elle est toujours justifiée par cette expression c'est pour le bien des enfants. Mais en réalité, dans cette vision unilatérale, le besoin de l'enfant, ses désirs, etc., ne sont pas du tout pris en compte. Il y a un autre exemple qui reste encore d'actualité, c'est la manière de nourrir les enfants. Il reste encore très courant d'obliger les enfants à finir leurs assiettes, de manger, d'utiliser de séduction, de dire tu manges pour faire plaisir à ta maman ou à ton papa. Et ça, c'est des habitudes on apprend aux enfants à se soumettre en fait en faisant ça. Et c'est aussi une violence éducative. Et nous, on est persuadés que cet entraînement à la soumission et à la violence qui existe de manière généralisée dans la société, c'est le terreau qui permet à d'autres violences qui, elles, sont reconnues de se développer, et jusqu'aux violences les pires qui sont comme la pédocriminalité. C'est-à-dire tout ce système de violence éducative ordinaire nous insensibilise à voir les violences qui se passent sur les enfants. Et je pense aussi que ça, pour les agresseurs, ça leur, on entend dans leurs paroles aussi, ça les justifie peut-être pour eux-mêmes dans leur déni et dans leur sentiment d'impunité de pouvoir imposer leur violence et leur volonté aux enfants. Donc, d'une façon plus quotidienne, pour prendre un autre exemple, quand je rentre le soir et que je suis fatigué, le réflexe, ça pourrait être de demander à mes enfants qu'ils arrêtent de faire du bruit, qu'ils me laissent tranquille, parce que c'est vrai, j'ai travaillé dur, je suis vraiment fatigué, mon besoin est légitime. Mais en fait, le besoin de l'enfant d'être vivant, de se réjouir que je suis là, de vouloir jouer avec moi, il est légitime aussi. Et il n'y a pas de raison que mon besoin prime tous les jours sur l'enfant. Et donc, dans cette association, ce qu'on souhaite, c'est donner une boussole pour pouvoir repérer comment la relation avec les enfants peut être plus une relation au lieu d'être un système de privation. Entre soit je me prive parce que j'ai besoin de me fatiguer, soit je prive mon enfant. On peut trouver d'autres façons d'organiser la vie. Et par exemple, une des boussoles que moi j'utilise pour détecter la violence avec mes enfants, c'est je dis, je fais pas à mes enfants ce que je ferais pas à mon meilleur ami. C'est un peu dans la même idée que la tasse de thé. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai jamais puni mes enfants, parce que je punis pas mon meilleur ami si quelque chose me plaît pas avec lui. Et, alors, chacun gère ses amis comme il veut, mais... Et je me souviens, quand j'ai commencé à faire ça, il y a des personnes qui se sont inquiétées en disant mes enfants, ils allaient manquer de cadrage, qu'ils allaient avoir des difficultés à s'intégrer dans la société. Mais en fait, ils n'ont pas pensé que si je vois mon meilleur ami se mettre en danger d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas le punir, mais je ne vais pas le lâcher non plus. Je vais être avec lui et je vais être de son côté, trouver pourquoi il se met en danger, et la relation que j'ai avec lui va j'espère, servir à ce qu'il sorte de ce mauvais pas. Et donc là, il ne s'agit pas ni de punition, ni de privation, et ni d'abandon, surtout. Donc le fait de respecter les enfants, c'est pas la même chose que l'éducation permissive où on abandonne les enfants à eux-mêmes et ils font ce qu'ils veulent. Ça n'a rien à voir. C'est au contraire renforcer la relation. Donc, et cette façon de voir la relation avec les enfants, elle est révolutionnaire parce que ça fait 20 siècles qu'on ne fait pas ça. Et c'est seulement, je dirais, je sais pas, peut-être toi tu connais mieux l'histoire, mais dans les 20 ou 30 dernières années où on a commencé à changer ce point de vue. Et je pense que ce point de vue se développe en ce moment de plus en plus et que c'est vraiment une révolution profonde dans le monde, et peut-être une des caractéristiques de l'être humain par
par rapport aux animaux, c'est de pouvoir se transformer tellement, d'une génération à l'autre, d'accumuler et que ce soit dans un bon sens ou un mauvais sens. On peut voir par exemple ce que le capitalisme fait à la planète, ça a été très rapide aussi. Mais là, on a une révolution qui, pour une fois, peut donner beaucoup d'espoir, parce que c'est une façon de voir le monde qui change et qui à mon avis, a la possibilité de se développer aussi très rapidement. Et cette association a pour but de participer à ce mouvement. Et donc, les actions qu'on souhaite faire avec cette association, c'est de déconstruire inlassablement le regard sur toutes ces violences qui existent sur les enfants de la société. Et on souhaite diffuser ces idées, les partager, et moi en tout cas, et je pense tous les trois, on est convaincus que ça fait partie de la bonne santé de la société et que ça permet aussi de lutter d'une manière peut-être plus indirecte, mais notamment contre ce crime de pédocriminalité qui nous a touchés tellement. Et c'est un angle différent d'attaquer ce problème, mais qui est peut-être capable d'accueillir un public beaucoup plus large que le public simplement des gens qui ont été soit personnellement concernés, soit qui ont une réaction en voyant les faits ou les témoignages. Alors dans les actions précisément identifiées, on a décidé de commencer une revue de presse où on va pouvoir commenter des faits d'actualité, mais avec ce regard, je vous ai expliqué ce soir. On va continuer à faire des conférences comme ce soir, et une des idées qu'on propose, c'est d'organiser des groupes de parole où des parents peuvent, ou même toutes sortes de personnes, peuvent venir pour parler de leurs difficultés dans la relation, l'éducation au quotidien, de partager la difficulté des conflits de besoins entre, entre les parents et les enfants, ou peut-être comment partager ça dans la famille, et essayer d'avoir une vision créative des relations, plutôt qu'une vision privative des uns et des autres. Et sinon, il existe déjà, et ça existait à l'époque du collectif, des formations que tu faisais auprès des personnes qui sont proches des enfants, comme des éducateurs, des animateurs de centres de loisirs, des travailleurs sociaux. Et même, on garde dans une préoccupation importante sur toutes les questions de pédocriminalité, qui sont pour nous la violence la plus difficile à dire parmi toutes ces violences. Donc, après ce long discours, nous appelons tout le monde à la reconnaissance des enfants comme une personne respectable, et aussi respectable que votre meilleur ami. Et nous appelons à reconnaître la violence qui leur est faite et qui nous a été faite, puisque je pense pour la plupart d'entre nous, on vient d'une génération où ces idées n'ont pas encore été diffusées si largement. Et donc, dans notre passé, il y a l'histoire de l'humanité comme ça. Je suis très reconnaissant que vous soyez si nombreux. Et si je peux me permettre, je pense que ce qu'on fait ce soir, ça s'inscrit dans la filiation de personnes que j'admire beaucoup, et ce qui est une très grande valeur pour le développement de notre société. Moi, c'est pour ça que je suis président. Tu m'as proposé, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important, et c'est la façon dont je peux participer à ce mouvement. Et le message, c'est on peut commencer à vivre d'une façon meilleure que toutes les générations qui nous ont précédées depuis 20 siècles. Et ça, c'est vraiment pour moi un message d'espoir. Voilà. Et vous avez la chance d'être ici ce soir. Tout le monde n'a pas la chance d'entendre ce qu'on a dit ce soir. Donc, réjouissez-vous. Et dans le cadre de l'association, maintenant, nous pouvons accueillir toutes les personnes qui sont intéressées de participer à ce mouvement. Voilà, donc les bonnes volontés sont bienvenues. Merci Stéphane.
dire quelques mots pour faire le lien entre le passé et le présent. Je vais saluer ton arrivée, Stéphane, qui a vraiment été l'occasion d'un chantier qui a duré quelques mois, là, tous les trois, essayer de comprendre comment cette association pouvait évoluer, comment on pouvait passer de ce collectif associatif à une association citoyenne, quel sens ça avait, comment... Et c'est encore un chantier, quand même, c'est vraiment, on est à l'aube de quelque chose, et donc c'est très intéressant de vous voir là, de pouvoir échanger, de pouvoir enrichir la réflexion qu'on a eue. J'ai adoré comment tu as raconté tout ça, parce que c'est très riche et très proche de tout ce qu'on a traversé dans cette réflexion. Pour moi, ce passage, il a été interrogé comment on allait pouvoir agir sur la société, comment on allait pouvoir sortir, tu l'as dit déjà, mais je vais juste dire quelques phrases avec mes mots, sortir d'un questionnement individuel et tourner vers soi ou vers le petit groupe sur espérer faire changer les mentalités, le regard et les représentations. Et du coup, on a beaucoup cherché quel était notre ADN, si on devait réduire au minimum quel était le plus important, et tu l'as déjà dit, mais moi je le dirais comme ça, c'est vraiment ce lien qu'Aliette tu fais et auquel on adhère vraiment tous les trois, entre la violence ordinaire et la violence extraordinaire, qu'il n'y a pas de clivage entre les deux, puisque ce qui compte c'est la personne qui reçoit cette violence, et ce que ces violences, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, racontent de notre société, de notre système de valeurs, et que ça, cette représentation, elle est à changer radicalement. On ne peut pas dire, bon, on garde la fessée, mais on arrête la maltraitance, on garde, etc. Enfin, vraiment, c'est sortir de ce clivage-là, et qui a ce lien est essentiel et raconte vraiment la culture dans laquelle on baigne. Voilà, vous dire aussi pour les personnes qui ont témoigné sur le site, qui est une des premières actions qu'on a créées avec le collectif associatif. Je vous remercie d'être là et que ce site aujourd'hui il est un peu en galère, je crois avoir entendu qu'il y avait des difficultés à s'en servir. Il y a un chantier sur ce sujet, donc on vous informera des suites de cette chose-là. Mais on ne va pas lâcher ça, mais c'est un peu en chantier. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, et que l'idée aussi c'est d'aller au-delà des personnes acquises à notre cause aussi, c'est ça, c'est-à-dire c'est de pouvoir, comment on peut faire réfléchir, et c'est vraiment ce que tu nous as amené Stéphane, comment on peut aller toucher des personnes qui pour l'instant ont une vision de l'enfant très précise et qui ne sont pas forcément prêtes à changer, mais comment on peut aller titiller le monde, bousculer avec cette créativité. Voilà. C'est tout ? Ouais, je crois que c'est tout. Tu veux que je dise plus de choses ? C'est une blague. Ok. Il y avait un long... Et ben voilà. Et là, c'est équilibre. Voilà, exactement. Merci Anne. Alors, moi, ce que je retiens de ta priorité, Stéphane, c'est quelque chose qui nous invite à travailler sur le statut de l'enfant. Et ça, j'aime bien. C'est quelle est sa place, quels sont pas seulement ses devoirs, mais ses droits aussi. Et ça, nous sommes au début de cette réflexion sur quelque chose qui doit changer radicalement. Moi, j'aime bien que tu soulignes aussi ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose des limites et quelque chose de nos habitudes, c'est-à-dire de quelque chose qui est familier. Tu l'as très bien dit avec les exemples que tu as donnés, que finalement, nous avons besoin d'être bousculés, réveillés, et quelquefois même plus que ça, pour réaliser la façon dont nous sommes résignés en tant que victime ou en tant que témoin. Donc bien sûr, chaque fois que je prends la parole, au risque de me répéter, j'insiste sur le mot témoin. Et c'est quelque chose peut-être qui explique aussi ce changement, c'est que dans la première version avec le collectif associatif, c'était la parole était donnée aux victimes, cette victime. Or, moi je reviens toujours à quelque chose de notre responsabilité à tous, d'être témoin, de l'avoir été sans avoir conscience, de l'être encore aujourd'hui. Voilà. Et donc je vais juste reprendre mon fil directeur dont je parlais cet après-midi, où nous parlions de toute cette révolution écologique, de toute cette inquiétude autour du sort de notre univers, de notre monde, que ce soit sur le plan, bien sûr, de la nature, de l'économie, etc. Et je voyais vraiment qu'en parallèle, enfin, c'était comme superposé, j'avais rien à ajouter, que ce que j'appelle la quadrature du déni, c'est exactement, ce sont les mêmes 4 étapes ou les mêmes 4 occasions de déni, que ce soit donc pour le monde aujourd'hui et pour la pédocriminalité, c'est-à-dire toute cette violence exercée sur les enfants. Et donc,
je distingue une première étape qui serait donc d'abord dans le repérage, dans l'observation, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Alors aujourd'hui, effectivement, est-ce que ces enfants ont été victimes ou pas, donc c'est aussi, on pourrait en parler toute la nuit, mais c'est exactement la même chose sur le plan écologique. Est-ce que c'est vraiment vrai ça, que la nature est en train, que la biodiversité est en train. Donc évidemment que je sens toute ma rage de voir encore cette première étape de déni où il y a cet aveuglement, ce refus de voir, d'observer, de prendre en compte sur tous les fronts, que ce soit le social, le politique. C'est comme si on préférait effectivement zapper sur les chaînes de télé plutôt que de prendre le temps de voir et de reconnaître la réalité. Donc cette première étape pour les enfants, c'est y a-t-il réalité de cette violence subie? Y a-t-il réalité d'une agression, d'une violence? Donc je reprends bien sûr le mot qui nous est maintenant un peu plus familier, même si beaucoup dans les médias on parle de pédophilie, tenons beaucoup à pédocriminalité. Donc ça c'est vrai ou pas. La deuxième étape de déni, qu'on va retrouver sur les deux fronts, c'est celle, est-ce que c'est grave ou pas? Alors là aussi, est-ce que vraiment c'est grave ce qui se passe? Est-ce que sur l'histoire d'argent, tout ce qu'on va aussi remuer à propos du vote du 26 mai, etc. Et pour la pédocriminalité, est-ce que c'est vraiment grave? Surtout quand ça se passe dans les familles, mais non, mais quand même. Donc on va trouver plein de oui, mais. D'accord, il y a eu quelque chose. Alors on reconnaît qu'il y a eu quelque chose, mais enfin c'est pas si grave. Et puis quand même il a de bons résultats à l'école. Et puis vous voyez quand même il poursuit sa vie. Et tout ça, ça nous a été un peu rappelé par le film Grâce à Dieu, par d'autres documentaires, tous ces adultes qui ont été d'abord dans la survie, qui se sont permis ensuite de passer à l'étape de la vie avec effectivement des parcours professionnels, personnels, amoureux, parentaux, etc. Et c'est comme si ça nous permettait de nier que c'était si grave. Oh oui, bon, ils ont quand même réussi, quoi. Donc là, même chose, quand même, on continue à avoir de l'eau potable, etc. Troisième étape, alors pour ce qui concerne la pédocriminalité, j'insiste beaucoup sur est-ce que c'est prescrit ou pas. Là aussi, on voit ça dans toutes les circonstances, et j'espère que vous aussi, vous continuez à sursauter chaque fois qu'il y a ce tour de magie, là, avec bien sûr la phrase de Barbarin, heureusement c'est prescrit, et que là aussi, nous nous trouvons devant quelque chose d'incroyable, surtout que maintenant, on sait davantage, grâce à Muriel Salmona et à d'autres chercheurs, qu'il y a ces décennies d'oubli, d'amnésie traumatique, et que, hop, alors que ce soit à 10 ans, 20 ans, 30 ans, le scandale existe dans le fait même qui est cette prescription. Donc heureusement aujourd'hui, dans les associations ou dans d'autres lieux de débat, de parole, notamment la parole libérée, ces personnes vont être reconnues comme ayant été victimes, même si ce n'est pas devant un tribunal, il y a quand même la place pour la parole, enfin l'écoute pour la parole. Mais bon, et donc l'équivalent pour tout ce qui touche l'écologie, c'est y a-t-il encore un espoir que ces années vont nous permettre de restaurer quelque chose. Alors, je reprends des toi, Stéphane, dans le côté de l'espérance, mais que ce soit du côté de la pédocriminalité, avec quand même le choc qui reste pour moi, mais aussi vif que quand j'ai découvert le film de Serge Outreau, de Serge Gard avec le film Outreau, c'est quand même quelque chose qui n'est pas que une transgression, un délit, maintenant c'est un crime, mais pour moi, je vous appelle ça quand même une mafia. Ce qu'on voit dans le film Outreau, c'est quelque chose qui dit la perversité, qui dit le sans limite, qui dit la connivence et surtout l'impunité. Bon, quand même cette chose. Si vous n'avez pas vu au moins 2 fois Outreau, l'autre vérité, allez-y, parce que c'est vraiment un échantillon indiscutable sur lequel Serge Gard a beaucoup travaillé et qui nous permet justement d'identifier davantage qu'il ne s'agit pas uniquement d'un délit ou d'un crime, mais qu'il s'agit d'une mafia, avec tous ces passages à l'acte, toutes ces choses terribles. Enfin, dont je ne suis pas encore remise. 10 ans après, je sens encore mon émotion d'avoir découvert ce film. Voilà, donc là, y a-t-il l'espérance de quelque chose à rétablir, que ce soit sur la santé de ces personnes victimes ou sur la santé de notre univers, de notre nature, etc. Et le quatrième déni,
Alors c'est celui qui me permet de remettre en première ligne le mot témoin. C'est que nous sommes tous peu ou prou témoins, même si nous avons déjà pris l'habitude de détourner le regard, mais nous ne pouvons pas éviter de regarder, de sentir, de deviner, d'entendre, etc. Et là, le mot évidemment, qui nous concerne tous, c'est celui de la responsabilité. C'est celui de la responsabilité d'arriver à ce concept qui, pour moi, bien sûr, est majeur, et c'est celui qui est au sommet de ma pyramide, qui est celui du respect. D'où, effectivement, l'intérêt de voir quel est le statut de l'enfant, mais aussi, d'où mon inconfort aujourd'hui, mais je suis en route pour ça, par rapport à une démarche courageuse et innovante et responsable aussi, qui a à voir avec la discipline positive. Et bien sûr que je ne vais pas dire autre chose que c'est une étape, mais je reste pour moi inconfortable, et je n'engage que ma responsabilité et ma sensibilité, sur quelque chose qui viserait à pactiser un petit peu avec la séduction que les enfants soient heureux. Et ça, pour moi, je m'insurge continuellement. Ce n'est pas notre mission, ni de parents, ni d'éducateurs, ni qui que ce soit, de faire que les enfants soient heureux. Mais vraiment, je reviens à ça, c'est que les enfants soient respectés. Et c'est ça qui donne quand même le fil directeur de notre énergie groupale, là, du fait d'en parler et de revoir ces 4 minutes du consentement avec la tasse de thé, etc. C'est pour moi, tant mieux si les enfants se donnent la permission d'être heureux, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de leur donner des conditions de vie, des conditions d'éducation, des conditions de développement qui privilégie le respect des besoins, mais le respect des besoins, ça veut dire aussi supporter nous de les voir frustrés, de les voir pas contents, et peut-être de contacter cette chose qui est la plus difficile au monde, évidemment, c'est notre impuissance. Notre impuissance, elle est contentée peut-être, mais notre impuissance, c'est du côté du désir, mais notre puissance, notre autorité, c'est-à-dire signer ce que nous disons et assumer ce que nous faisons, c'est du côté du respect. Et que le respect, je crois même que lorsque j'avais fait une conférence sur le respect il y a quelque temps, ça ne figurait pas dans le dictionnaire. C'était, comme on voit, enfin, et surtout, on voit bien la difficulté à trouver le contraire, et ça, tu l'as bien rappelé tout à fait au début de ton propos, Stéphane, c'est la violence. Mais nous sommes encore un petit peu débutants par rapport à la terminologie, parce que nous voyons bien, un peu comme les tortures, nous voyons bien ça peut être la violence, mais nous avons du mal à mettre des mots sur quelque chose qui a à voir avec le respect. Là, je dis que nous sommes à l'ABC, l'apprentissage de tout ça, parce que nous sommes encore encombrés, non seulement, bien sûr, de tout ce que tu as développé là, sur familiarité avec la violence, avec les tortures et toutes ces choses qui nous tombent des mains, mais un peu en difficulté pour avoir encore la possibilité de mettre des mots sur les options alternatives. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner un enfant dans le respect? Ouais, c'est pour ça que j'aime tellement les groupes de parents, les groupes de parents d'ados, parce que c'est un lieu où nous ne sommes pas que dans la théorie et des bons principes et vouloir que nos enfants soient heureux, mais que nous sommes là dans la réalité du quotidien, des frustrations, des difficultés, des erreurs, des fautes, et toujours remettre le travail sur le métier, etc., etc. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'à quelque titre que nous soyons en contact avec les enfants, nous avons la responsabilité de ce regard qui n'est pas du déni, de cette capacité à imaginer aussi la gravité et à la reconnaître, cette capacité à entendre évidemment les conséquences, les effets sur les adultes, toutes ces choses qui ont été niées ou tordues ou évitées ou bien banalisées aussi, cette banalisation. Et donc les 3 dangers que je voyais, c'était l'aveuglement, bien sûr, détourner la tête, et c'est ce à quoi nous servent tous les écrans dans nos chambres et dans nos... c'est que pendant que nous regardons l'écran, dans nos poches aussi. Le deuxième risque, c'est la banalisation de tous ces constats, exactement comme pour l'écologie. Et le troisième mot que j'avais envie de partager ce soir, c'est celui de la résignation, qui est celui de « on ne peut rien faire », et de toute façon, on n'a rien fait jusqu'à présent, on ne va pas le faire maintenant. Alors, bien sûr que les situations sont graves, bien sûr, mais ce que nous avons à faire ici, c'est quand même nous emparer de ce qui reste de cette responsabilité, de ce qui reste de cette espérance, et d'en faire quelque chose. Mais ça, on ne peut pas le faire seul. D'où l'intérêt, effectivement, d'une association, de collectif, enfin, de tout ce que nous pouvons trouver pour en parler.
et pour arroser cette espérance à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je redis bien que nous avons à cœur aussi dans nos actions de bien distinguer quelque chose qui a à voir avec jardinier, c'est-à-dire anticiper, prévenir, accueillir, etc. Ensuite, évidemment, il y a le pompier, et ça c'était la première priorité, je pense, du collectif, c'était entendre ceux qui avaient traversé le feu, ceux qui avaient traversé et qui n'étaient pas sortis quelquefois. Mais, et puis, le troisième, et qui ne relève pas, enfin, qui n'est pas notre priorité, c'est infirmier aussi. Et ça, c'est pas nous qui allons proposer effectivement quelque chose d'une correction. Nous sommes là pour alerter et pour agir, soit en prévention, bien sûr, soit en curatif, mais toujours avec l'idée de modifier notre regard sur l'enfant, de modifier notre regard sur nous-mêmes, dans notre capacité à accueillir cette réalité dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, une éducation respectueuse n'est pas forcément quelque chose qui a comme objectif de rendre les enfants heureux. Ça, je le redis parce que c'est vraiment la chose qui ne passe pas quand j'entends cette confusion. Et même nous, parents, nous n'avons pas cette mission. Voilà ce que je crois avoir dit. Et que c'est notre responsabilité au quotidien, en plus, pas seulement dans des temps, des lieux de réunion, mais qu'en est-il de cette conjonction entre respect, responsabilité et réactivité. C'est pour ça que j'insiste sur le témoin. Qu'est-ce que nous pouvons faire après avoir été témoin? Quel est notre champ d'action? Quelquefois, c'est pas forcément de parler qui va être intéressant, mais toujours, ça c'est le beau de ma conclusion, effectivement, quand chaque fois que je parle de témoin de violence, c'est d'être présent. Le regard, être là, quoi. Pas forcément de parler. Et pour rajouter de la violence à la violence. Merci de votre attention.